On va résumer très rapidement le chapitre 22 parce que c'est un chapitre court. Donc, Emmanuelle Laborie se présente pour passer le bac. Elle a 19 ans et elle a trouvé un peu sa voie, on peut dire. Elle adore étudier. Enfin, elle adore. En tout cas, elle se donne beaucoup de peine pour réussir parce qu'elle a décidé de se mettre à fond et d'y arriver un petit peu, quoi que ça lui coûte. Et elle lit énormément. Elle finit par être reconnaissante aux cours Morvan. Pourtant, elle était très fâchée contre eux, ces cours oralistes, mais elle trouve quand même que l'écrit, ça reste compliqué et elle essaye de voir ça comme quelque chose de visuel, alors que la plupart de ses amis sourds disent que c'est une langue pour les entendants, la lecture et l'écriture avec des lettres et des mots comme on le fait. Elle se donne quand même beaucoup de peine et elle fait des textes en français. Elle voudrait avoir une très bonne écriture. Elle dit qu'elle voudrait avoir une écriture académique, c'est-à-dire euh, qui respecte très bien les règles de la grammaire, de la syntaxe, etc. Et c'est sa petite sœur qui corrige pour elle ses textes en français quand ils ne sont pas bons, qui lui dit où est-ce qu'il faut placer un parce que, pourquoi est-ce qu'elle a mis des qui et des que un petit peu n'importe où. Elle va finir petit à petit à vraiment aimer lire, mais à 19 ans, quand elle passe le bac, elle est tellement terrorisée, elle a le trac et elle rate tout. Elle est très déçue, surtout qu'elle est déçue d'avoir raté à cause du trac. Elle n'a pas raté que à cause de son niveau, mais aussi parce qu'elle était trop impressionnée. Comme elle est découragée, elle a envie d'arrêter, mais ses parents vont insister pour qu'elle passe son bac, le fameux passe ton bac d'abord. Elle va recommencer, mais cette fois elle demande à suivre des cours par correspondance, parce que pour elle c'est quand même mieux de pouvoir avoir 100% du cours, parce qu'elle dit que sur les lèvres de la prof au cours Morvan, elle ne comprend que la moitié de ce qu'on dit. Elle capte quelques mots, elle reconstitue les phrases, c'est vraiment comme si c'était une langue étrangère pour elle. Donc elle va recommencer cette année-là en suivant des cours par correspondance pour avoir au moins la chance de lire tout le contenu du, du cours, enfin de chaque cours qu'elle doit présenter le jour du bac. On voit au passage quand même qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement dur d'avoir accès à l'école, d'avoir accès aux informations. Et du coup, comme j'imagine que beaucoup des personnes qui écoutent la lecture de ce texte préparent eux aussi peut-être une interrogation, une évaluation ou un examen d'un autre nom, faut se rappeler à chaque fois que apprendre, c'est une très grande chance. Et avoir accès aux livres, pouvoir les lire, pardon, alors ça, c'est un vrai trésor. Se dire que tous les livres de géographie, nous, si on veut, on peut les lire. N'importe quel livre de philosophie, on a accès à tous les ouvrages. Il y a des bibliothèques qui sont soit gratuites si on va consulter sur place, soit qui demandent une petite cotisation si on ramène les livres à la maison. C'est quand même une chance absolument extraordinaire d'avoir accès à tous les savoirs du monde. Allez, j'arrête là, fin du résumé. On va résumer maintenant le chapitre 23 qui est très court. Alors on va faire le résumé très court. Si j'ai bien compris, Emmanuelle tombe amoureuse dans ce chapitre. Elle a 20 ans et sa mère lui dit qu'il y a un metteur en scène qui voudrait la rencontrer pour monter la pièce de théâtre Les Enfants du Silence. C'est une pièce que Emmanuelle connaît parce qu'elle l'a vue quand elle était petite, qui visiblement fait jouer une personne sourde avec quelqu'un d'entendant. C'est assez difficile de trouver des comédiennes sourdes, il en existe très peu, et en Belgique et en Amérique, cette pièce a déjà été jouée. Il y a même eu un film fait avec un Oscar, etc., qui a été décerné à l'actrice qui a joué ce rôle. Donc ça met une double pression à Emmanuelle, parce qu'en même temps, c'est un rôle important, et en même temps, ce sera la première fois qu'il sera vraiment joué par une personne sourde. La mère d'Emmanuelle, le jour de la rencontre, dit au metteur en scène « Attention de ne pas donner des faux espoirs à ma fille ». Mais Emmanuelle répond que c'est à elle d'être méfiante, c'est à elle de se gérer parce qu'elle n'est plus une enfant, elle a 20 ans, elle est devenue adulte. Mais bien sûr, on comprend la maman, le lien reste fort et on se soucie toujours des gens qui nous sont proches. Donc finalement, ils se rencontrent régulièrement pour parler de ce rôle et de cette pièce. Et lui, il dit qu'il a confiance, qu'il sait qu'il ne se trompera pas et qu'elle sera capable de la jouer. Elle est moins rassurée que ça, elle trouve que c'est quand même très difficile et en plus elle a son bac 3 mois après. Elle sent qu'elle est très attirée par ce monsieur, ils se regardent beaucoup tous les deux. Mais Emmanuelle tient bon sur quelque chose qui est un objectif important pour elle, c'est qu'elle doit passer son bac et il reste 3 mois. Donc elle dit qu'elle met de côté tout ce qui est sentiment et passion pour ne pas se déconcentrer et qu'elle reste focalisée sur son objectif qui est le bac. Elle est bien sérieuse cette jeune fille. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 23. On va résumer le chapitre 24 de La Mouette qui s'appelle Monsieur l'implanteur.
Déjà, je rectifie parce qu'à plusieurs moments dans la lecture, j'ai dit l'implantateur. C'est moi qui me suis trompée en lisant, c'est le mot implanteur. Donc, la mère de Emmanuel et sa sœur Marie discutent d'une nouvelle technologie qui fait beaucoup parler d'elle. C'est de mettre un implant dans le cerveau des personnes sourdes pour les faire entendre. Parce qu'en fait, le son est capté par nos oreilles avec des petits marteaux qui vibrent entre eux comme ça et qui transmettent une information sous forme de signaux électriques par nos nerfs à notre cerveau. Et il propose maintenant une nouvelle technologie qui coûte une fortune, hein, quelque chose comme 150 000 francs, donc c'est des francs français de l'époque. Avec l'évolution du cours, ça ferait quelque chose comme 100 000 euros maintenant. Et ces implants dans le cerveau des personnes sourdes pourraient leur permettre d'entendre parce qu'ils finiraient par décrypter ces signaux. Mais Emmanuelle n'est pas du tout pour, elle est même farouchement opposée à ça. Elle dit que c'est une façon de faire disparaître les personnes sourdes de la planète et elle dit que tout le monde est imparfait et que si elle accepte les entendants, elle demande le même respect de la part des entendants pour eux et elle aimerait que ce soit reconnu comme étant une culture. Elle se compare aussi aux Indiens d'Amérique qui ont été détruits par les nouvelles civilisations qui sont arrivées parce que ils étaient considérés comme étant moins forts, moins bien, moins adaptés. Alors qu'elle dit finalement, elle n'a pas vraiment quelque chose qui la handicape, parce qu'elle, ça ne lui manque pas de ne pas entendre. Elle dit qu'elle a trouvé d'autres moyens de communiquer, d'autres moyens de se lier aux autres, de partager ses idées, etc. Donc pourquoi est-ce qu'elle devrait accepter une opération qui ferait d'elle quelqu'un d'autre? Elle pose aussi la question un petit peu, elle n'utilise pas le mot, mais elle pose la question de l'eugénisme, en disant, est-ce qu'on voudrait par exemple demander que tous les enfants soient blonds avec des yeux bleus? Pourquoi est-ce que les uns seraient mieux que d'autres? Et de la même façon, pourquoi est-ce qu'on voudrait que tout le monde entende si on commençait à sélectionner que les enfants qui répondaient à tous les critères qu'on s'imagine, ce serait peut-être mauvais. Ensuite, elle nous fait remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais adaptées à ces machines soi-disant faites pour décoder. Finalement, ils ont fini par dire qu'il ne fallait pas quelqu'un qui soit sourd depuis plus de 10 ans pour mettre cet implant. Et il y a eu beaucoup d'échecs. Il n'y a que 50% des personnes avec qui ça marche. Il y en a 25% avec qui ça ne marche pas entièrement. C'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre, mais en lisant encore sur les lèvres et en plus, il n'y a pas de bruit autour. Et finalement, il y a 25% des personnes qui ne s'y sont jamais adaptées et pour lesquelles il a fallu couper l'appareil. Et elle dit, et qu'est-ce qu'on fait alors si c'est un enfant qui a 2 ans ou 3 ans et qui ne peut pas dire que l'appareil, tous ces bruits-là lui font mal à la tête ou lui posent des problèmes, comme elle avait dit aussi qu'elle avait souffert de ça avec les appareils auditifs. Elle dit, l'enfant, il devra attendre 10 ans plus tard pour aller dire que l'appareil lui pose problème. Elle cite une petite fille qui avait 5 ans et qui lui a dit « J'ai l'impression que j'ai une araignée dans la tête » parce qu'elle n'arrivait pas à... Elle pensait qu'elle avait une araignée dans la tête parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre ces bruits qui arrivaient à son cerveau. Elle finit par poser la question du lobbying. Elle dit finalement, est-ce que tous ces appareils qui marchent peut-être pas si bien que ça, on n'essaye pas de les imposer à la communauté des personnes sourdes pour se faire de l'argent, parce que quand un appareil pareil est posé, ça rapporte énormément d'argent au monde médical, ou en tout cas à celui qui a vendu l'appareil. Elle termine en parlant de la réaction de son père quand elle a été à une réunion justement avec lui, avec d'autres personnes du monde médical, etc., pour parler de ses implants. Et il y a une jeune fille qui était sourde, née de parents sourds, dont les grands-parents étaient sourds aussi, et qui avait toujours vécu dans des familles sourdes depuis longtemps. Et elle disait donc que c'était une forme de racisme de vouloir éliminer les sourds de la planète, alors qu'ils seraient un peu une race à part. Et son père l'a très mal pris parce qu'il a dit que c'était pas ça la définition d'une race. Et il dit, et moi je suis bien le père de ma fille, c'est moi qui l'ai conçue. Il dit, comment est-ce que je pourrais être d'une autre race que ma propre fille? Du coup, Emmanuelle Laborie, elle va intervenir et elle va dire à cette jeune fille, c'est vrai que le mot race n'est pas le meilleur mot choisi. Et elle termine en posant la question du serment d'Hippocrate, qui est l'engagement que prend chaque médecin de faire de son mieux pour soigner tout le monde, en posant la question de savoir, est-ce que vous êtes vraiment persuadés, messieurs les médecins, que choisir de mettre un implant, en tout cas aux enfants, parce qu'elle est très opposée au fait qu'on mette ça aux enfants qui n'ont pas la possibilité de choisir, êtes-vous certain que cela est conforme avec votre serment ?
Et c'est la fin du résumé du chapitre. On va résumer ensemble le chapitre 25 de La Mouette. Ce chapitre s'appelle L'envol et Emmanuelle va réussir 2 paris. Son premier, c'est de passer le bac. Elle a déjà passé l'écrit l'année précédente et cette année-là, elle doit passer la philo. Même si elle ne sait pas parler, donc oraliser, elle sait s'exprimer avec les gestes et elle demande à avoir un interprète. Quelqu'un qui n'est ni sa mère ni son professeur, parce qu'elle ne veut pas être maternée, elle veut quelqu'un qui soit juste et objectif, qui connaît la langue des signes et qui va traduire pour le prof de philo. Et elle était un petit peu stressée, mais elle préfère l'oral que l'écrit. Et ça se passe très bien. L'examinateur lui pose même des questions sur qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard. Il est un peu surpris de voir une personne sourde venir passer le bac. C'est un texte sur la caverne de Platon. Elle pense avoir expliqué ça assez bien parce qu'elle obtient 16 à l'oral de philo. Et cette année-là, enfin, elle obtient son bac. Donc, comme elle a son bac, elle s'autorise maintenant à se donner à fond dans le théâtre et elle va mettre en place une pièce qui s'appelle Les Enfants du Silence où elle joue le rôle de Sarah. Et Jean, qu'on a vu dans le chapitre précédent, est le metteur en scène. On avait déjà compris dans le chapitre précédent qu'elle était amoureuse du metteur en scène, mais comme elle devait se concentrer sur les études, elle considérait que ce n'était pas le moment de se laisser aller à faire des projets amoureux. Donc elle se lance complètement dans sa pièce de théâtre où elle joue le rôle d'une fille qui est sourde et Jean, qui est le metteur en scène, joue aussi un personnage. Il est un entendant qui est prof pour enfants sourds. Et en fait, dans cette pièce de théâtre, la jeune fille sourde refuse de communiquer avec le reste du monde parce qu'elle a vécu des choses qui l'ont fait beaucoup souffrir chaque fois qu'elle a été avec des entendants. Entre autres, son père, qui est entendant, l'a abandonnée quand elle avait 5 ans et ça reste une grosse blessure et une grosse souffrance pour le personnage. Pour Emmanuelle Laborie, c'est difficile de jouer ce rôle parce qu'elle n'a pas souffert de ça. Elle n'a pas été abandonnée par son père et elle n'a pas vécu de harcèlement de la part des entendants. Donc, elle a du mal à se mettre à la place du personnage et c'est très difficile pour elle de savoir comment jouer des émotions parce qu'elle joue donc en faisant des signes, hein, pas des paroles. Donc c'est très difficile pour elle de réussir à rentrer dans le personnage, mais elle va y arriver et la pièce de théâtre va être jouée. Elle dit aussi que pendant ses révisions, enfin ses répétitions plutôt que révisions, elle est avec toute la troupe qui sont à la fois des sourds et des entendants et elle est très heureuse d'avoir rencontré ces gens. Elle dit qu'il y a parfois des disputes, parfois des problèmes, mais il y a aussi beaucoup d'amitié, parfois il y a des gens qui tombent amoureux. Bref, ils montent cette pièce de théâtre ensemble et aussi ils créent des liens entre eux dans la troupe. Le jour de la représentation, c'est très difficile pour elle. Quand elle réussit à jouer, elle ne capte pas du tout le public, elle est concentrée sur son jeu. Quand le rideau tombe, elle est vraiment très très fière d'avoir réussi à jouer cette pièce de théâtre parce qu'elle doutait d'y arriver. Elle est très émue, mais elle réussit à ne pas pleurer. Elle revient pour saluer le public et à la fin, sa petite sœur Marie vient et lui donne un bouquet de fleurs. Et elle est submergée par l'émotion parce qu'elle a réussi quelque chose qui était très difficile. Et du coup, elle fond en larmes avec sa sœur et elle est très fière d'elle. Ensuite, la pièce, une fois qu'elle est montée, ça c'était la première, il la rejoue d'autres fois, hein. Il y a plusieurs représentations qui sont données de cette pièce qui a été montée. Et elle va apprendre à capter les vibrations du public. Parce que quand on joue au théâtre, suivant si les gens rigolent, pleurent, applaudissent, on réagit différemment. Jean, qui est entendant, qui joue avec elle, il s'adapte. Si par exemple le public rit, eh ben, il attend un moment pour laisser rire le public. Si le public est ému, enfin, il prend des tonalités. C'est vrai qu'on communique avec le public, c'est différent en fonction de comment le public réagit. Mais elle, qui est sourde, qui n'entend pas les réactions des gens, elle ne sait pas trop comment se positionner et elle se calque sur Jean. Mais d'un coup, elle se dit que ça va pas, elle doit être indépendante dans son jeu et elle va réussir à capter les vibrations du public. Elle dit que c'est quelque chose d'un peu bizarre et que peut-être qu'on peut ne pas la croire et elle ne sait pas comment expliquer ça, mais elle réussit au bout d'un moment, à force de jouer, à savoir, sans entendre le public, comment ils réagissent, sachant qu'elle ne peut pas non plus les regarder parce que quand on fait du théâtre, la salle est noire et la scène est éclairée, donc on ne peut pas voir les gens qui sont spectateurs. Et à la fin de ce chapitre, elle dit que maintenant, ce n'est plus je, c'est nous. Donc on comprend que maintenant, elle est avec Jean, ils sont amoureux, ils sont en couple tous les deux. Et Emmanuelle est nominée pour un Molière. Le Molière, c'est un peu comme les Oscars pour le cinéma. C'est une récompense très très importante qui est donnée aux comédiens.
Et Jean lui dit, écoute, elle le dit, qu'il le dit avec bienveillance, il lui dit, il faut que tu sois prête pour les deux options. Peut-être que tu l'auras, mais peut-être aussi que tu ne l'auras pas, donc il ne faudra pas t'écrouler si tu n'obtiens pas le Molière. Et elle dit que elle se sent assez forte pour vivre ça. Elle est bien, elle vient de vivre 2 grandes victoires, hein. Elle a réussi à monter cette pièce de théâtre, ce qui était difficile, et en plus elle a passé son bac, elle est avec quelqu'un, avec Jean, et elle se dit qu'elle est prête pour affronter les deux possibilités, soit d'obtenir le Molière, soit de ne pas l'obtenir, mais elle précise quand même qu'elle a une petite préférence pour la première option. Et c'est la fin du résumé du chapitre 25. On va résumer le chapitre 26 du livre Le cri de la mouette. C'est un chapitre qui est très émouvant. Elle dit ça a été difficile pour elle de l'écrire parce que c'était pas facile d'exprimer par écrit toutes ses émotions. Quand elle s'exprime dans sa langue avec les signes, elle peut le dire plus facilement. C'est le jour de la cérémonie de la remise des prix pour les Molières. Donc les Molières, on sait que c'est quelque chose qui compte beaucoup dans le monde du théâtre. C'est la plus grande récompense. Et elle se prépare à avoir enfin le résultat de cette petite compétition, on va dire. Elle est toujours avec Jean, qui est auprès d'elle. Il lui demande si elle va bien, il s'inquiète pour elle, ils s'entendent bien tous les deux, ils sont bien solidaires. Et elle est nominée comme meilleure révélation et lui comme meilleur metteur en scène. Donc ils ne savent pas si oui ou non ils vont obtenir le Molière. Elle voudrait beaucoup, Emmanuelle, si elle gagne ce prix, avoir la possibilité d'exprimer quelque chose, pas avoir l'air bébête devant le public et dire quelque chose d'intéressant et d'important en lien avec le monde des sourds. Et il déchire l'enveloppe et c'est effectivement elle qui est sélectionnée comme meilleure révélation de l'année. Donc déjà, elle se concentre énormément sur ses pieds parce qu'elle a une grande robe, des talons hauts, elle n'a pas envie de s'étaler devant tout le monde. Et quand elle arrive enfin sur place, elle parle avec le langage des signes et elle dit qu'elle voudrait apprendre au public à faire un signe. Et ce signe, c'est le signe union, qui veut dire ensemble, en faisant 2 ronds avec les doigts, pour relier les 2 mains entre elles. Et elle fait le signe, et personne dans la salle ne fait le signe qu'elle leur a demandé de faire tous ensemble. Alors elle est un peu choquée, et l'interprète qui explique ce qu'elle dit, lui fait signe de ne pas paniquer. C'est parce qu'il y a un décalage entre le moment où elle fait le geste et le moment où le son est retransmis au public, et après d'un coup elle voit tout le monde dans le public qui lève les mains en l'air et qui fait le signe union pour dire ensemble avec elle, et elle est très touchée parce qu'elle voudrait justement que le monde des sourds et le monde des entendants soient oralement. Elle réussit à dire je vous aime parce qu'elle est reconnaissante de voir tout ce public qui est venu et qui l'a reconnue, et ça la touche énormément. Par contre, elle a la voix qui est un petit peu entravée par l'émotion. Pour elle, c'est difficile en plus de parler avec des mots à l'oral. Et elle ne sait pas s'il y a beaucoup de gens qui l'auront entendu, ce petit « je t'aime » qu'elle a adressé au monde des entendants en oralisant. Et pour couronner le tout, Jean, donc son amoureux, qui est le metteur en scène, lui reçoit un Molière pour la mise en scène. Ils ont tous les deux reçu la plus haute distinction du théâtre. Ils sont heureux, ils sont ensemble, ils sont amoureux et ils réussissent. Elle termine ce chapitre en disant « Attention, bonheur ». En même temps, on se rend compte qu'il y a souvent des petites phrases ou des phrases sans verbe au milieu du livre. Ça pourrait donner l'impression que c'est un livre qui n'est pas très bien écrit, mais on sait qu'elle a l'habitude de s'exprimer à travers un autre langage, un langage basé sur les signes, et peut-être que justement, c'est des phrases qui se construisent différemment, et du coup, c'est l'occasion pour nous d'avoir un livre qui a quelque chose d'un petit peu entre deux mondes aussi, parce qu'il est rédigé de façon parfois très imagée, certainement aussi comme l'est la langue des signes. Voilà, c'est la fin du résumé de ce chapitre 27 et c'est l'avant-dernier. Pardon, c'est le chapitre 26, pas le 27, c'est le 27 qui sera le dernier chapitre, on y est presque. On va résumer le chapitre 27 qui est le dernier chapitre du livre Le cri de la mouette. Dans ce chapitre, Emmanuelle Laborie nous raconte sa vie maintenant de comédienne. Elle a beaucoup de succès, les journalistes l'interviewent, elle a mis une belle robe, elle a monté le tapis rouge des marches du Festival de Cannes. Et elle devient un petit peu une forme d'ambassadrice du monde des sourds parce qu'elle est celle que, par exemple, les journalistes veulent interviewer.
Des fois, elle dit en général, les journalistes, ils sont vraiment gentils, ils ont envie de comprendre. Elle est quand même un peu surprise parce que chaque fois, ils prennent un air, comment dire, extrêmement surpris, comme si c'était la première fois qu'ils entendaient parler des personnes sourdes et d'une communauté de personnes sourdes. Elle dit qu'il y a quand même quelques questions qui l'énervent, comme par exemple quand les gens lui demandent comment est son silence. Ils lui disent: «Est-ce que c'est comme une cave ou comme, quand on est sous l'eau?» Elle dit: «Ça n'a rien à voir. Déjà dans une cave, pour elle, c'est pas silencieux parce qu'il y a plein d'odeurs, il y a plein de choses à voir, donc la cave n'est pas silencieuse et sous l'eau, elle qui se compare souvent à une mouette, elle dit: "Elle adore aller sous l'eau, elle adore nager, elle adore le soleil, la mer, elle adore la plage", donc non, sous l'eau, pour elle, ça ne la fait pas penser au silence. Elle dit que le silence, pour elle, ce serait plutôt ne plus avoir accès à des sensations par son corps. Ce serait d'avoir soit les yeux fermés, les mains attachées ou de ne plus rien sentir sur son corps. C'est ça qui serait le silence pour elle. Il y a une autre question des journalistes qui est de savoir si elle voudrait avoir un enfant. Et elle dit que oui, bien sûr, elle voudrait un enfant. Et la question suivante, en général, c'est est-ce que vous souhaiteriez, est-ce que vous auriez peur qu'il soit sourd ou peut-être peur qu'il soit entendant? Elle dit, bah non, pour elle, aucun des deux ne serait un problème. Si c'est un enfant sourd, et ben dès qu'il sera né, elle lui apprendra le langage des signes, comme ça il pourra tout de suite comprendre le monde, il vivra pas comme elle, qui en a beaucoup souffert au début du livre, quand elle ne comprenait pas ce qui se passait autour d'elle. Et s'il est entendant, elle dit qu'elle respectera sa langue d'entendant, mais qu'elle lui apprendra aussi à signer dès tout petit, et que lui, il aimera sa voix, parce qu'elle dit qu'elle a une voix un peu spéciale, parce que comme elle n'arrive pas à articuler, à bien prononcer les mots, sa voix, elle est un peu étrange, mais pour son enfant qui n'aura jamais connu qu'elle, enfin qui connaîtra d'autres gens, mais je veux dire qu'il aura connu elle depuis sa naissance, vu que ce sera sa maman, elle dit la voix de sa mère sera normale pour lui. Et elle ajoute qu'elle voudra surtout en avoir plusieurs des enfants, pour qu'ils puissent avoir la chance de savoir ce que c'est, de se disputer, de partager, de s'aimer, etc. Ensuite, il y a une autre question qui est abordée, c'est qu'elle dit qu'elle a l'impression d'être vieille. Dans ce dernier chapitre, elle a 22 ans, et elle dit qu'elle a vécu très vite, parce qu'elle a vécu beaucoup de choses quand elle était petite. À 7 ans, elle commençait déjà à se poser des questions sur l'âme. À 16 ans, elle avait l'impression d'être devenue adulte parce qu'elle vivait déjà des choses que vivent les adultes. On a vu qu'elle a eu une relation amoureuse très jeune, qu'elle sortait beaucoup, qu'elle a rencontré beaucoup de gens, qu'elle s'est rendue indépendante très jeune. Mais maintenant qu'elle a 22 ans, en réalité, elle réalise qu'elle n'a pas forcément accompli encore beaucoup de choses, ou en tout cas qu'elle ne sait pas ce qu'elle a accompli et qu'elle veut encore en accomplir d'autres. Et pour ça, elle a besoin des deux mondes. Elle a besoin à la fois de sa communauté, du monde des sourds, et à la fois du monde des entendants. Elle termine, enfin c'est pas tout à fait la fin, c'est un peu avant la fin, elle parle d'une histoire de sa grand-mère qui était très croyante. Et la question, elle est plus d'ordre philosophique. Sa grand-mère, elle considère que si Emmanuelle est née en étant sourde, c'est parce que Dieu, il avait besoin d'elle pour accomplir quelque chose d'exceptionnel. Elle dit, si tu n'avais pas été sourde, tu aurais été comme tout le monde, tu aurais peut-être été une fille banale. Alors qu'avec cette particularité, tu auras quelque chose de très spécial et tu apporteras quelque chose au monde. Et elle, ça l'avait beaucoup touchée. Elle n'a pas été élevée dans une famille où on parle de religion, donc elle ne connaît rien à tous ces concepts, et elle trouve ça un peu surprenant que sa grand-mère parle de Dieu comme si elle savait ce que Dieu pense. Mais elle dit qu'elle aussi, elle ressent au fond d'elle quelque chose, et qu'elle parle à quelqu'un. Elle dit elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas si elle doit l'appeler Dieu, elle ne sait pas si c'est à elle-même qu'elle parle ou à quelqu'un d'imaginaire, mais en tout cas, elle sent une force et elle parle souvent à cette force. Et pour deux choses. En même temps, parfois pour lui demander de l'aide, pour lui demander d'avoir plus de force, pour se rassurer, pour surmonter sa peur et pour aller plus loin. Et d'autres fois, au contraire, elle dit, c'est le côté philosophe, plutôt pour se dire bravo, aie confiance, c'est déjà bien tout ce que tu as déjà réalisé. Elle termine ce chapitre avec un petit pincement au cœur parce que le livre est fini. Nous, on l'a lu ensemble avec mes enfants, donc du coup, ça fait aussi un petit pincement au cœur que ce livre soit terminé.
Elle nous dit aussi qu'elle est très fière, enfin en tout cas, c'était important pour elle d'écrire un livre tout en étant sourde, parce que pour les personnes sourdes, c'est difficile d'avoir le même vocabulaire que la transcription écrite de la langue française, vu qu'ils ne connaissent pas forcément les mots, donc ils connaissent les gestes, mais c'est pas forcément facile de trouver quels mots et comment construire les phrases, on l'a vu dans les chapitres précédents. Elle cite un livre qui a été écrit sur les sourds, qui s'appelle « La planète des sourds » par un monsieur qui s'appelle Jean Grémion. Et on va terminer avec la citation de ce livre qu'elle qualifie de formidable, c'est « Les entendants ont tout à apprendre de ceux qui parlent avec leur corps. La richesse de leur langue gestuelle est un trésor de l'humanité. » Et c'est sur cette citation qu'on termine le résumé de ce chapitre et qu'on termine complètement la lecture de ce livre. Comme chaque fois, je vous invite à me donner votre avis sur ce livre, ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir parce qu'on passe beaucoup de temps pour lire ces vidéos, pour les mettre en ligne. C'est important pour nous, on est content de les partager. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en avez pensé. C'est intéressant et c'est justement en communiquant et en partageant qu'on apprend des choses nouvelles et qu'on grandit tous ensemble. Elle le dit ça aussi dans son dernier chapitre. On doit toujours continuer d'apprendre parce que si on s'arrête d'apprendre, on est foutu. Fin du Cri de la mouette de Emmanuelle Laborie.